Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la rubrique Sport sur Audace 24. Comme d'habitude, nous allons débattre sur des thèmes d'actualité du football africain et européen. Et comme vous pouvez le constater, l'équipe s'agrandit. Et je suis déjà avec mon consultant de tous les jours, M. Madou Anini. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Hospice, comment vous allez? Je vais très bien et vous? Très bien, ça fait plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Je suis également avec M. Komivi Ezi, consultant sportif. Il gère également une page Facebook nommée Africa VGG. Bonjour Monsieur Komivi. Bonjour Monsieur Smith. Comment vous allez? Je vais très bien. Et de votre côté? Je vais bien également. Et surtout, bienvenue dans la famille. Ah, merci. Parfait. Alors, on va retrouver tout de suite le jingle et on vous revient après. Éliminée après 4 matchs en Ligue des Nations, l'équipe de France a de la peine à retrouver le niveau qu'on lui connaît. À quelques mois du Mondial 2022 au Qatar, l'équipe de Didier Deschamps ne fait pas pratiquement plus peur malgré Benzema et Mbappé. Alors la question du jour, c'est est-ce que la France pourrait-elle s'inquiéter pour le Mondial? Merci monsieur Hospice. La France s'inquiétait pour le Mondial prochain. Je dirais éventuellement oui. Quand on voit les contre-performances de ce mois de juin, surtout lors des matchs de poule de la Ligue des Nations, on voit que l'équipe de France occupe le bon dernier dans le groupe. On voit catégoriquement qu'ils n'ont même pas pu marquer le moindre but durant la compétition et ils sont catégoriquement out pour la compétition comme cela. Donc ils doivent automatiquement chercher des atouts pour pouvoir jouer les 2 matchs de préparation qui arrivent bientôt. Les 2 matchs de préparation qui arrivent bientôt. Alors, est-ce que cette équipe manque cruellement d'un joueur comme Giroud? Oui, disons oui et disons non. Puisque la place de Giroud a été occupée Par Benzema, oui. par Benzema. Mais c'est le milieu qui pose problème. L'absence de Paul Pogba et de N'Golo Kanté a vraiment pesé sur l'équipe. L'équipe n'arrivait plus à faire le jeu. Ils ont préféré aligner quelques jeunes qui n'ont pas d'expérience, ce qui a vraiment dérangé l'évolution de l'équipe. Voilà. Vous m'excusez, dans l'attaque, l'autre fois, on voyait la connexion Mbappé et Karim Benzema. Mais bon, cette connexion n'a pas du tout marché l'autre fois parce qu'on voyait Mbappé qui était en vitesse mais qui n'arrivait pas à retrouver Karim Benzema dans l'attaque. Vous voyez ça un peu, donc il va falloir revoir ça le plus tôt possible. Et surtout le milieu du terrain, comme il vient de l'évoquer, le milieu du terrain a été totalement remanié. On a vu Didier Deschamps qui a titularisé Camara et Nkunku de Leipzig qui ont aussi manqué du professionnalisme. Voilà. D'accord. Donc pour le milieu de terrain, là on peut dire que cette équipe est Pogba dépendante ou Kanté dépendante? Bon, vous savez, cette équipe des Bleus, sans Pogba et surtout N'Golo Kanté, le milieu ne marche pas du tout. Normalement, il faut un nouveau et un ancien pour pouvoir donner du fruit. Il faut au mondial mélanger N'Golo Kanté et Pogba. C'est qui l'ancien parmi les deux? Bon, l'ancien, vous le savez, N'Golo Kanté et Paul Pogba, ce sont eux qui ont remporté le mondial 2018, le mondial dernier. Donc il va falloir aller défendre le titre. Donc il faut totalement solidifier le milieu du terrain pour les Bleus. D'accord. Mais la défense ne fait pas rêver non plus. Il y avait Varane qui était blessé, Koundé qui a été préféré à droite. Pourtant, il est défenseur central. Donc, ce n'est plutôt pas une erreur de Didier Deschamps? Depuis un certain moment, Koundé en équipe de France, le latéral il joue. Oui. Depuis un certain moment. Mais bon, Didier Deschamps sait ce qu'il fait. On ne peut pas le critiquer pour ça. Mais c'est les défaites qui font mal. C'est les défaites qui font mal. Puisque avoir toute l'Europe, la France a tellement de joueurs qu'on ne sait même plus qui convoqué. Le poste de défenseur latéral droit, on a un certain Pavard. Pavard, Hernandez. Hernandez, c'est le côté gauche. Oui. Théo Hernandez et son frère. Son frère Lucas Hernandez, qui sont bons à gauche. Il y a un certain Lucas Digne aussi. Oui. Ils sont très bons au côté gauche.
mais surtout c'est le côté droit qui pose problème. Exactement. Le côté droit. Puisqu'on a Pavard, on a Dubois, Léo Dubois et certains d'autres. Mais c'est le côté droit qui pose problème. Donc cette équipe française est orpheline dans le latéral droit, c'est ça? On peut le dire. D'accord. D'accord. Où est-ce que, avec cette équipe, où est-ce que vous voyez l'équipe de France avec cette équipe qu'on vient de voir, avec sa prestation, où est-ce qu'on peut retrouver cette équipe à quel niveau on peut la retrouver? Sans une correction, à mon avis, sans une correction, il risque de répéter le même scénario comme l'année 2010 pour l'Espagne. L'Espagne qui a rapporté. Même 2002? En 2002 exactement, même 2018. En 2018, du coup, quand on voit l'Allemagne a été écartée en 2018, or ils étaient les tenants du titre. Donc il va falloir recorriger ça le plus tôt possible pour pouvoir aller loin à la Coupe du Monde. Justement, vous voulez parler du syndrome du tenant du titre? Exactement. Le tenant du titre, après, à la prochaine édition, se fait éliminer au premier tour. Au premier tour. Mais pourtant, cette équipe est dans un groupe qui est largement à sa portée. Le Danemark, l'Australie et une équipe également, la Finlande, je crois. Oui, on peut le dire comme ça, mais à voir ce qui se passe actuellement, toutes les équipes jouent. Ouais. Et à faire des favoris, tu seras favori. Si tu ne sais même pas faire, tu seras le dernier de poule. Et surtout, à noter, l'équipe d'Australie, c'est une équipe qui joue très bien. Quand on voit le match qu'ils ont joué contre le Pérou, ils ont fatigué totalement les Péruviens. Ouais. Vous voyez ça un peu. On sait très bien qu'ils étaient partis au tir au but pour pouvoir décrocher leur billet pour la Coupe du Monde. Mais ça n'a pas été facile pour les Péruviens. Ouais, c'est un peu. Parfait. Alors, monsieur Komenviesi, vous ne mettez pas une pièce non plus sur cette équipe de France au mondial? Non. D'accord. Pour le moment, non. D'accord, il pourrait s'arrêter en quart de finale ou en huitième? En quart de finale, avec le jeu produit, ils ne vont même pas sortir des matchs de poule. Oh là là, d'accord. J'espère que ça va pas arriver quand même. Je ne suis pas un supporter de France, mais... Vous savez, on sait très bien qu'actuellement l'équipe de France est en difficulté, mais on ne peut pas la sous-estimer en disant qu'ils vont être éliminés au premier tour à la Coupe du Monde. Quand on voit l'effectif, on sait très bien qu'il leur manque, c'est-à-dire une petite chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Surtout le milieu du terrain. Le milieu du terrain, si Didier Deschamps arrive à modifier ce milieu du terrain, ça va donner du fruit. Et surtout, prions à ce que la connexion Mbappé et Benzema marche correctement, comme cela, ça va donner du boom. Voilà. Ça va donner du boom. Parfait, on l'espère. Alors, on revient tout de suite après le jingle pour évoquer un autre thème. Corrigé 3-0 par l'Argentine lors de la finalissima, puis balayé 5-2 par l'Allemagne tout récemment, l'équipe d'Italie traverse une impasse qui ne dit pas son nom. Pourtant vainqueur de l'Euro 2020, la bande à Roberto Mancini n'a même pas pu décrocher son titre pour le mondial à venir. Alors, le thème du jour, c'est: est-ce que la Squadra Azzurra est-elle en déclin? La Squadra Azzurra, oui, est en déclin. Puisque la défense est vieillissante. Bonucci plus Chiellini. Bonucci, Chiellini, c'est plus ça. L'attaque, il y a eu des blessés. Ouais. Prenons le cas de Federico Chiesa, qui est toujours blessé. Or, c'est un crack. C'est un crack. C'est un pilier. Un pilier de la sélection. Lorenzo Insigne, qui est parti en Amérique tout récemment. L'ancien de Naples. Ancien de Naples. Il y a également un certain Berardi. Berardi, c'est plus ça, c'est plus ça. Également l'attaquant de Torino, le géant, j'ai oublié son nom. Torino, ouais. L'attaquant de Torino. Bellotti. Voilà, exactement. Andrea Bellotti. Ouais. Oui, vas-y. Bellotti. Et on peut parler de l'inefficacité de Ciro Immobile, qui tue beaucoup l'attaquant de la Lazio. L'attaquant de la Lazio qui tue beaucoup l'équipe actuellement. Oui. Verratti, pas en forme, ça ne va pas donner. Voilà. Parlons de l'attaquant de la Lazio. Oui. Pourtant, en club, il cartonne. Mais en équipe nationale, il est mieux.
Il n'a même pas fait une très très bonne compétition à l'Euro 2020. Qu'est-ce qui lui arrive exactement? Qu'est-ce qui lui arrive? Pour la Squadra Azzurra, actuellement, ils sont totalement en déclin. Là, je parle de Ciro Immobile. Hein. Vous parlez de Ciro Immobile, le joueur de la Lazio. Bon, Ciro Immobile, actuellement, il ne tient plus. Il n'a plus ses jambes de 25 ans. On le voyait quand il concurrençait avec les Cristiano Ronaldo. Quand Cristiano Ronaldo est arrivé récemment du côté de la Juventus, c'était l'attaquant phare de l'Italie qui le concurrençait, mais bon, ces dernières saisons, on le voit totalement en difficulté, qui n'arrive pas à tenir surtout et surtout en équipe nationale pour Roberto Mancini. Donc l'autre fois pour le match qu'ils ont été atomisés par l'équipe de l'Allemagne, 5-2, on voit totalement l'inefficacité du milieu du terrain. Surtout Marco Verratti qui a manqué à cette équipe. Vous le savez très bien, il n'a pas joué le match. Vous voyez ça un peu. Donc, comme mon collègue vient de le souligner, la défense aussi qui est totalement vieillissante. On voyait Chiellini et Bonucci qui n'étaient pas totalement en forme. Vous voyez ça un peu. Donc, il faut remanier complètement cette équipe de la Squadra Azzurra pour pouvoir prétendre jouer une autre Coupe du Monde. Peut-être ce sera pas de suite, hein. 2028 ou 2028, voilà. D'accord. Mais pourtant, c'était plutôt le milieu de terrain qui était le pilier de cette équipe lors de l'Euro 2020. Cette équipe avait un milieu de terrain vraiment qui faisait rêver. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est la même forme de Verratti. On voit les Locatelli, les Verratti. Après l'Euro, Locatelli, le choix de Locatelli n'a pas été tellement ça. Locatelli qui était à Sassuolo était un bon joueur. L'argent à Juve, ça n'a plus donné. Est-ce que il y a trop de concurrence à la Juve et le poids de l'équipe aussi. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc, après tout ça, il faut tirer un peu sur Roberto Mancini également. Hein. Je pense que il a des tactiques vieillissantes. Il n'arrive plus à gérer l'équipe, le vestiaire, tout ça. C'est peut-être Mancini qui est le problème. Hein. Mancini, le problème, non. Je vais revenir un tout petit peu en arrière sur la réponse du collègue. Parlant du milieu du terrain, vous le savez très bien, Leonardo Spinazzola, c'était un milieu du terrain exceptionnel lors de l'Euro. Quand on voit les matchs de groupe, c'était un joueur qui a fait tout possible pour donner du fruit à cette équipe de la Squadra Azzurra. Mais dès sa blessure, on voyait totalement l'équipe de Mancini qui est tombée en faillite. Vous voyez un peu, le milieu du terrain ne marchait pas comme il faut. Le milieu du terrain est resté seul avec Verratti. Vous voyez un peu, c'était Verratti seul qui tournait, mais en la présence de Spinazzola, on voyait très bien un milieu du terrain qui fonctionnait très bien. Et actuellement, surtout la blessure de Federico Chiesa, le joueur de la Juventus, aussi, ça pèse totalement sur cette équipe. Ouais, ça, donc, nous souhaitons vivement le bon retour de ce joueur pour pouvoir donner du timing pour cette équipe de la Squadra Azzurra. Faut dire que moi-même, je l'avais même oublié. Hein. Il s'est blessé pour très très longtemps quand même. Hein. Exactement. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faut pour reconstruire cette équipe? Qu'est-ce qu'il faut exactement pour reconstruire cette équipe? Il faut du caractère. Il faut tout un mélange d'anciens et de nouveaux. Il faut tout un mélange d'anciens et de nouveaux. L'Italie compte assez de jeunes qui brillent actuellement. Et il peut toutefois faire appel à ces jeunes sans oublier les anciens. Et parlant d'appel, c'est Mancini qui devrait les appeler. Mais là, je disais que Mancini est peut-être le problème également. Il a peut-être des préférences. Tout coach a ses joueurs. Là, c'est en Afrique, on dit ça. C'est pas seulement en Afrique. Tous les coachs ont leurs joueurs préférés.
D'accord. C'est le domaine du foot. D'accord. On espère que cette équipe italienne puisse retrouver le niveau qu'on lui connaît, comme je l'avais dit, par rapport à la France. On revient tout à l'heure après le jingle. Tenu en échec par Eswatini, puis battu ensuite par le Cap-Vert, le Togo compte un seul point sur 6 possibles lors des 2 premières rencontres pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Les hommes de Paulo Duarte devraient sortir le grand jeu en septembre lors de la double confrontation face aux étalons du Burkina Faso. Alors, la question par rapport à ce sujet, c'est est-ce que le Togo pourra-t-il encore rater la CAN? Merci, M. Suisse. Le Togo, actuellement, raté la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Bon, tout est possible. Du coup, on ne voit pas totalement le bon jeu des EPV du Togo actuellement. Quand on voit dans le groupe, ils sont les favoris avec les étalons du Burkina Faso. Quand on regarde le palmarès... Est-ce qu'ils sont favoris? Ils sont favoris, exactement. Enfin, historiquement, ils sont favoris. Ils sont mondialistes. Mais là, sur le papier, je ne pense pas qu'ils soient favoris parce qu'il y a le Cap-Vert et le Burkina Faso qui ont été à la CAN. Donc, eux, ils ne sont même pas outsiders. Quand on parle de la CAN, on fait référence immédiatement à l'histoire du football du pays. Le Togo a une fois participé au mondial de 2006. Ouais, c'est un peu, donc déjà dans le classement FIFA, ils sont au top par rapport à cette équipe du Cap-Vert et celle de l'Eswatini. Donc je peux dire l'équipe du Togo actuellement est totalement en danger. Il va falloir relever le niveau du jeu. Et Paulo Duarte, je pense très bien qu'il a du pain sur la planche. Quand je dis du pain sur la planche, il est actuellement sur l'effet des critiques. Ouais, c'est un peu... Déjà? Oui, déjà. Parce que le Togo était totalement en difficulté, raison pour laquelle on est parti le chercher. Mais à son arrivée, pour le moment, on ne voit pas un résultat. Ouais, c'est un peu, donc il va falloir faire tout possible. Déjà, même le match contre les Swatini, c'était un match à gagner à domicile. Ouais, ça, mais on s'est resté faire 2 buts partout dans les toutes dernières secondes. Ouais, sachant que le dernier match de Eswatini contre le Togo, c'était au Ghana, c'était en 2009, en 2008, le 11 octobre 2008, et le Togo avait gagné 6-0. 6-0. Alors, est-ce que cette équipe d'Eswatini a aussi grandi que ça ou c'est quoi le problème? Allez-y. Voilà. Le problème du Togo, le problème de l'équipe du Togo actuellement, je peux dire, c'est le manque de collectivité. C'est-à-dire, c'est une équipe qui n'arrive pas à jouer, c'est-à-dire ensemble. On voit dans l'attaque Fodo là-bas qui est toujours isolé. C'est un attaquant, quand vous lui donnez des passes, il va marquer. Mais bon, l'autre fois contre le Cap-Vert, on ne l'a pas vu. C'est quelqu'un qui attendait la balle pour marquer, mais on ne lui donnait pas la balle, donc ce n'est pas tout à fait logique pour une équipe qui prétend aller jouer une CAN en Côte d'Ivoire. Donc il va falloir remanier tout ça là. Ouais, c'est un peu. D'accord, M. Ezi, est-ce que vous partagez cet avis de M. Aleni sur le fait que le Togo soit actuellement le favori du groupe, l'un des favoris du groupe? Je ne partage pas l'avis. Pourquoi je le dis? Parce que le Togo a tellement raté de CAN qu'actuellement le Togo, on peut le classer 3e ou 4e du groupe. 4e, il ne faut pas quand même exagérer. 3e ou 4e. Au moment où les autres travaillent, nous on est là, on ne travaille pas. C'est ce que je peux dire par là. Il n'y a plus de petites équipes en Afrique ou dans le monde du foot. Il n'y a plus de petites équipes. Un petit viendra gagner les grands. Sur le plan footballistique, ça se passe. Nous on est là, on ne travaille pas. Les autres qui travaillent et ont produit de bons jeux. La fois passée, le Cap-Vert avait seulement que 2 stars, si je ne me trompe pas. Ils ont le Tavares et Ram Mendes. Mais l'autre, c'est la collectivité. L'équipe joue sur la collectivité. Or, le Togo sur le plan individuel, on dépasse plusieurs équipes en Afrique. Tu es en 2022 en individualité? En individualité, on dépasse les Swatini. Ben oui, ça, je ne refuse pas. Mais notre 2-2 avec les Swatini, on peut le dire que c'est une défaite. Ben oui, c'est clair, en domicile en plus. C'est une défaite. Aujourd'hui, on ne peut pas se comparer au Bénin. Le Bénin nous dépasse parce que le Bénin a su produire des bons joueurs. Actuellement, le Bénin
produit des bons joueurs. Les joueurs béninois sont dans des clubs et sont des titulaires dans leur club. Nous, nos joueurs, c'est au golf. Au golf, ils jouent 30 minutes, 40 minutes, ils ne sont même pas des titulaires. 3e division en Moldavie. 3e division, 4e division. Au Bahreïn, au Yémen. D'accord, parfait. Bon, vous m'excusez, hein, Oui. Cette équipe du Togo, je peux dire aussi, il y a une difficulté, surtout sur le plan défensif. Ouais, c'est un peu. D'accord, on va en venir. Défense, Je ne vous coupe pas la parole, on va en venir. Mais parlons du milieu de terrain. Moi, j'ai suivi le match contre le Cap-Vert. En milieu de terrain, le Togo était quasiment inexistant. Il a fallu ramener un certain Nyama Akate, à qui moi je ne croyais pas, mais il m'a surpris en termes d'intensité au milieu de terrain, en termes de récupération. Mais son seul problème, c'est la relance. Donc, un milieu de terrain qui ne fait pas une bonne relance, c'est pratiquement à rien. Donc, est-ce que ce milieu de terrain, est-ce qu'il y a espoir en ce milieu de terrain? Oui, il y a espoir en ce milieu de terrain. Puisque dès l'arrivée de Paulo Duarte, Oui. l'association de Nyama Akate et Romao, ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné. Ben, notez bien que Romao n'a plus ses jambes de 25 ans. Exactement, oui. Ouais, ça Mais Romain ne peut non plus avoir peur, il ne peut pas avoir peur face au Cap-Vert. On le sait très bien, mais il va falloir chercher En termes d'expérience, il va falloir chercher un remplaçant pour Romao, parce qu'à 38 ans, il y a quelqu'un qui joue encore titulaire dans une équipe nationale, mais ce n'est pas possible. D'accord. Il devrait être remplacé par qui? Tchakei Marouf? Ou je ne sais pas. Bon, je ne désire pas quand même, mais c'est à l'entraîneur de voir. Il y a des jeunes joueurs. Vous me comprenez? D'accord. Quel jeune joueur peut prendre la place de Romain Wadjano en équipe nationale? Je ne désire pas, mais seulement ce que moi je sais, un joueur à 38 ans au milieu du terrain, vous m'excusez un peu, on voit le côté du Real Madrid. Quand on prend le côté du Real Madrid, on voit que Luka Modric a 38 ans, mais Ancelotti lui fait souffler un tout petit peu. Donc Romao en équipe nationale à 38 ans, titulaire, jouer les 90 minutes, c'est pas Claude Leroy l'a fait souffler pendant plusieurs mois. On sait très bien que c'est un joueur qui tient très bien. Il tient très bien, vous m'excusez. Il tient très bien. Mais lui laisser jouer les 90 minutes, c'est pas tout à fait logique. Mais s'il se sent en forme, plus en forme que d'autres joueurs au même poste, bah, je ne vois pas où est le mal. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Komivi? Mais Romao à 38 ans, c'est comme un joueur de 25 ans. Romao Exactement. à 38 ans, il joue toujours. Mais seulement c'est les résultats qu'on veut. Quand les résultats marchent comme il faut, bon, il n'y a plus de critique. Mais laisser un joueur à 38 ans qui joue, mais après, bon, vous m'excusez, je ne suis pas en train de le critiquer, mais actuellement, le Togo est en danger. Comment faire pour se qualifier pour la CAN 2023? C'est ce que nous attendons. Oui. Est-ce que le Togo sait qu'il est en danger? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Le Togo est en danger, c'est pas Romao. Romao fait son jeu. Voilà. C'est l'association. Voilà, c'est ça, j'ai dit, je ne suis pas en train de le critiquer, mais c'est à l'entraîneur, Paulo Duarte, c'est à lui de nous faire souffler. Parce qu'il y a des matchs qui arrivent, mais vous laissez un joueur, parce que actuellement, dans le milieu du terrain, c'est lui le cadre. C'est ça, si vous comprenez, c'est lui le cadre. Mais vous laissez quelqu'un jouer les 90 minutes, mais au prochain match, quelqu'un s'il rentre, il fait juste 15 minutes, il ressort. Il ressent des pépins musculaires. Bon, on fait comment? D'accord, on va faire simple. Vous me donnez le meilleur joueur à chaque poste sur le terrain au Togo. Le meilleur joueur. Gardien, milieu de terrain, attaquant. Bon, vous savez, on sait très bien que en défense, Djenda Kounan, il est le patron. Il est le patron. J'aimerais revenir aussi sur ce point. La défense, elle est totalement flottante. On ne voit pas une défense du Togo qui a l'ambition d'aller jouer une CAN en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais pourtant, cette même défense a fait peur au Sénégal. Je ne sais pas si c'était en fin de parcours, le Sénégal a levé un peu le pied, mais ils ont livré une belle copie face au Sénégal. C'est pas la même défense. Voilà. Puisqu'aujourd'hui, on associe un certain Boateng à Djenda Kounan. Ça ne donne plus. Et le Togo, depuis un certain moment, a besoin d'un latéral gauche de métier. Voilà. Depuis Mama Gafar, bon. Mama Gafar était un droitier, mais il dépannait en latéral gauche.
C'était un certain Théo Deizanzan ou je ne sais pas. Théo Deizanzan. Il était également latéral gauche, oui. Oui. Les Donou Kokou. Donou Kokou, c'est latéral droit. D'accord. Les Nouoko Martin, Ludovic Assé-Mouassa. Oui. Assé-Mouassa, parlant d'Assé-Mouassa, après la CAN 2006, on l'a plus revu. Les Richmond Forsol, bref. Mais j'avais contre le match contre l'Eswatini à l'Omessi, j'avais vu un joueur en milieu de terrain qui m'a impressionné. Nyamakate? Non, pas Nyamakate, c'était le numéro 17. Derman, exactement. Derman qui était au PSV Eindhoven. Je ne sais pas pourquoi. Oui, exactement. Je ne sais pas pourquoi Duarte n'a pas fait rentrer. Derman, il est trop jeune pour ce genre de match. Est-ce que c'est la jeunesse qui. Puisqu'on parle aujourd'hui des Gavi, des Pedri qui ont 17 ans, 16 ans. Le niveau de Gavi à 17 ans, oui, par rapport au niveau de Derman à 17 ans, ce n'est pas la même chose. Actuellement, Derman a 21 ou 20 ans, je crois. Oui. Il n'est pas titulaire dans son club. On peut aussi parler du manque de confiance. Il n'est pas titulaire dans son club. Oui. Il a seulement joué un match avec les pros. De toutes les façons, les joueurs togolais qui sont titulaires dans leur club, c'est à compter au bout des doigts. Oui, on peut aussi parler du manque de confiance. Du coup, Paulo Duarte, lui, voit que Derman, c'est un jeune joueur, il ne peut pas tenir au milieu du terrain, mais tandis qu'on voit des jeunes joueurs actuellement. Sinon, franchement, moi, je l'ai vu à le pied, nickel. Très bien, mais bon, c'est sans dire, le choix de l'entraîneur, c'est toujours lui le maître, donc on ne peut pas lui dire de changer ce joueur ou pas. Donc, pour ce genre de match, il faut le mental, pas seulement bon au pied, faire des passes, il faut le mental. Alors, un dernier sujet, je pense qu'on ne va pas finir aujourd'hui. Un dernier sujet, un certain Ilas Bebou ferait un bien fou à cette équipe. Vous ne trouvez pas? Un certain Ilas Bebou que Duarte a écarté. Duarte l'a écarté, je dirais non. Puisque le joueur a dit qu'il va célébrer son mariage. C'est pour cela qu'il n'est pas venu. C'était des raisons personnelles. D'accord. Des raisons personnelles. Donc il devrait être là. Attendons de voir les prochaines convocations avant de juger. D'accord. Donc juste après le match, on a vu des faits divers, des insolites qui se promènent sur les réseaux sociaux. Un certain marabout qui a dit que le Togo ne gagne plus grâce à lui. Est-ce que vous trouvez ça un peu et que vous restiez disponible pour aider ce football? Si je ne trouve pas mes 25 millions, je ne fais pas. Je vous jure. C'est la condition. Actuellement là. C'est la condition pour... Oui, tout de suite, même si l'équipe nationale veut jouer là, je vous jure. Si moi je prends de l'eau, je reste à ma devanture comme ça, je parle, je verse, laisse les PV tout faire. Parce qu'on m'a trop triché. Sérieux? Ça, ce n'est que des plaisanteries. Vous n'y croyez pas? Le football se joue sur le terrain, pas en dehors du terrain. Ça se joue sur le terrain. On est en Afrique, hein? Nous savons très bien que nous sommes en Afrique, mais quand on parle du football, c'est sur le terrain. Donc, on laisse ça de côté. Vous avez 30 secondes. Je peux dire que c'est un peu sérieux, puisque en Afrique, il faut le côté spiritualité aussi. Et le marabout, lui, l'a dit, il n'a pas dit c'est lui qui fait perdre le Togo, mais il dit si le Togo va gagner, il doit venir le payer. C'est 25 millions, je crois. Ils n'ont qu'à le payer, c'est 25 millions. Et si le Togo ne gagne pas, on va juger. D'accord. Donc je pense que si chacun d'entre nous cotise 1000 francs, bah, ça dépasse les 25 millions. On ne va plus en parler. On revient tout de suite pour le dernier thème de l'émission. Battu en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, éliminé du Mondial 2022, battu en finale de Ligue des Champions, Mohamed Salah a vécu une saison truffée d'échecs. Le Pharaon a été pourtant décisif à plusieurs reprises cette saison et s'est également distingué individuellement. Pourtant, alors la question par rapport à ce sujet, cette saison est-elle maudite pour Mohamed Salah? Saison maudite pour Mohamed Salah? À mon avis, non.
Seulement que Mohamed Salah n'a pas eu tellement de chance cette saison. Disons-le comme ça. Il a rencontré son coéquipier Sadio Mané qui l'a barré de toutes les compétitions africaines cette saison. Surtout lors de leur barrage pour la Coupe du Monde. Le Sénégal qui a eu à défaire de l'Égypte de Mo Salah. Tous ces trucs l'ont gêné psychologiquement, disons-le comme ça. C'est pour ça qu'il a livré un mauvais match en finale de Ligue des Champions? Depuis le retour de la CAN, Mohamed Salah qu'on a connu au début de la saison, c'est plus ça. Lui qui mettait des triplés contre CR7. Ce Mohamed Salah a disparu complètement des radars. D'accord. Parlant de Sadio Mané, vous savez qu'il y a eu une petite guéguerre entre eux. Ils se sont réconciliés après, mais est-ce que Sadio Mané, le dieu du football, n'a pas récompensé, ou on peut dire n'a pas vengé Sadio Mané? Parce que Sadio Mané, on n'oublie pas, Sadio Mané lui avait reproché comme quoi, il était trop individualiste. Vous m'excusez, je reviens un peu sur Mo Salah. Sur le plan individuel, je peux dire que ça a été une saison réussie pour le Pharaon. Mais sur le plan collectif, c'est un fiasco total. Ouais, c'est un peu les doubles confrontations contre le Sénégal. Il les a catégoriquement loupées. La CAN, il est passé à côté pour la qualification pour le mondial aussi, il est passé à côté. Mais quand on voit du côté de Liverpool, il a fait une saison quasi exceptionnelle. Individuellement, je l'ai bien dit, individuellement, il a fait une saison exceptionnelle. Surtout, c'est lui le meilleur buteur. Il a été le meilleur buteur. Donc, on ne peut pas dire c'est une saison ratée. Non. Quand vous dites une saison maudite, ce n'est pas tout à fait logique pour un attaquant de cet envergure. Voilà. D'accord. Même collectivement, il a gagné quelques trophées. Les trophées, la Carabao Cup et la FA Cup. Exactement. Même, collectivement, Liverpool a gagné quelque chose cette saison, n'est-ce pas? Nous savons très bien qu'il a gagné quelque chose cette saison, mais c'est insuffisant. Surtout, tout le monde attendait qu'il amène son équipe à la Coupe du Monde au Qatar, mais ça n'a pas été le cas. Surtout la Coupe d'Afrique des Nations, il ne l'a pas reçu. Ouais, c'est un peu. Donc, sur le plan collectif, je peux dire que c'est un échec. Mais individuellement, quand on voit Mo Salah, surtout avec ses buts, je peux dire aussi qu'il serait récemment nominé l'homme du plus beau but de Premier League. Oui. Voilà. Donc, sur le plan collectif, c'est un fiasco total. D'accord. Parlons de cette équipe égyptienne. Vous ne pensez pas que Salah est trop seul? Salah fait trop. C'est comme s'il est seul dans le vide en fait. Cette équipe sans Mohamed Salah, c'est comme une équipe des Swatini. Non. Salah est le leader de l'équipe, mais ils ont de bons joueurs chez eux. Ils ont El Neni, Mostefa, les Gazi, Ahmed Zizo, Trezeguet, Ramadan Sobi. Ils ont tellement de joueurs. Oui. Mais ils ont certes des joueurs. Et sans oublier leur gardien Gabaski. Gabaski, oui. Mohamed Abougabar. D'accord. Mais d'accord. Donc, je vais reformuler la question autrement. Sans Mohamed Salah, cette équipe égyptienne, c'est du catenaccio, c'est seulement défensif, après contre-attaque. On ne voit pas exactement la patte de l'entraîneur. Non, sans Mohamed Salah, l'équipe va se baser sur la collectivité. Exactement. Et avec Mohamed Salah, il se base sur l'individualité, surtout les performances de Mo Salah. D'accord. Mais souvent, des fois, ça marche. Oui. Parce que là, aujourd'hui, Mohamed Salah, il est la star, le top player. D'accord. Ça peut permettre à un autre joueur, d'accord, de se démarquer. Parce que là, si vous rencontrez l'Égypte, toute la défense adverse va se concentrer sur Mohamed Salah. Et là, un autre joueur va se démarquer. Oui, c'est pour cela l'Égypte peut compter sur ses fusées. Et en parlant de fusées, je veux parler de Trezeguet et Ramadan Sobi. Ce sont des joueurs tellement rapides qui peuvent percer n'importe quelle défense en Afrique.
D'accord. Ils ont la confiance. D'accord, comme l'a dit Monsieur Izzy, mentalement, Salah est touché actuellement. Est-ce qu'il peut revenir à son meilleur niveau? Il va revenir à son meilleur niveau parce que Mohamed Salah actuellement. Parce que la copie qu'il nous a livrée en Ligue des Champions, j'ai eu peur. Hein? Côté Ligue des Champions, vous le savez très bien, le Real Madrid, le spécialiste. On va pas recommencer. Le Real Madrid spécialiste de la compétition. Nous savons très bien que Liverpool avait des atouts pour pouvoir remporter cette Ligue des Champions, mais le Real Madrid a dominé juste par son expérience. Quand je parle de l'expérience, c'est-à-dire l'histoire de ce club. Mais vous voyez, le Real Madrid, ça fait combien de fois qu'ils ont participé à une finale et combien de fois ils ont remporté. Vous voyez ça? Les trois, c'est seulement sous les ordres de Zinedine Zidane et celui de Carlos Ancelotti. Ça reste à savoir celle que Carlos Ancelotti a remporté en 2014 surtout. Contre l'Atlético. Voilà. D'accord. On va clore cette édition, mais on va pas partir sans parler d'un certain Nemanja Matic. Monsieur Aneni a insisté qu'on en parle. Nemanja Matic est parti rejoindre Mourinho du côté de la Roma. Qu'est-ce que vous pensez de son transfert? Nemanja Matic, je peux dire actuellement que c'est la recrue phare de l'AS Roma. Vous le savez très bien, l'AS Roma vient de remporter la Ligue Europa Conférence tout dernièrement sous les ordres de José Mourinho, le Special One. C'est José Mourinho, on le sait très bien, en première ligue, que dans n'importe quelle équipe qui débarque, il fait toujours venir Nemanja Matic. Quand il était à Chelsea, il était avec lui. Du côté de Manu, il était toujours avec lui. Donc, je sais très bien qu'il va faire un bon boulot, surtout du côté de l'AS Roma. Voilà. D'accord. Nemanja Matic peut-il réussir à la Roma? Il peut réussir à la Roma si les conditions sont réunies. Quelles conditions, par exemple? Il ne va pas jouer seul. Voilà. Si Nemanja Matic se sent à l'aise avec ses coéquipiers, il peut facilement réussir. Quel est le poste exact de Matic? Des fois, je le vois défenseur central, des fois, je le vois milieu défensif. Quel est son poste exact? Nemanja Matic est un milieu défensif de formation. D'accord. Il peut déparer il peut déparer. Souvent, les défenseurs, les milieux défensifs dépannent facilement en défense centrale. Comme un certain Alexis Romao en 2014 qui joue défenseur central à l'époque de El Loco, j'oublie un peu son nom. Marcelo Bielsa en 2014. Voilà. Et c'est sur ces notes qu'on va mettre fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à M. Madouanini. Merci. J'espère vous revoir le week-end prochain. Mais merci à M. Jacob Ezzi. Merci. Ça a été une première réussite pour vous. Je l'espère. Merci beaucoup à la famille. Merci à tout le monde. Merci à vous tous qui avez suivi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Merci également à Ilaous derrière la caméra qui me fait des grands signes. Allez, passez un bon week-end. Au revoir.